Les psychiatres se plaignent que beaucoup de médecins de l'île méconnaissent les risques de dépendance aux calmants. Sortir de chez le médecin sans ordonnance, c'est tout un art. Mais c'est comme ça, malheureusement. Ça peut éventuellement se comprendre. La parole comme acte médical est mal rémunérée par la sécurité sociale. Un médecin qui prend une demi-heure pour discuter d'un problème avec un patient ne sera pas payé en conséquence. Du point de vue financier, établir une ordonnance est beaucoup plus rentable. Et si votre médecin de famille ne veut rien vous prescrire, vous pouvez toujours tenter votre chance sur Internet. Il vous suffira de passer commande pour recevoir chez vous des pilules comme le Valium. Évidemment, c'est interdit, mais comment contrôler ça? Les pharmacies en ligne sont à l'étranger. Elles échappent donc à la législation française ou allemande, mais elles coûtent cher. Et pour cause. Pour contourner la douane, un commerçant suisse n'a pas hésité à passer lui-même la frontière pour poster cette lettre directement dans une boîte aux lettres allemande. Le contenu: de la mélatonine, un somnifère interdit en Allemagne. Les prix de ces pharmacies sont 4 fois plus élevés que ceux pratiqués sur le marché noir de Berlin, par exemple. C'est ici que Ute se procurait régulièrement ses comprimés de Valium. J'avais 17 ans à l'époque. J'ai fait un séjour assez long en hôpital psychiatrique où on m'en a donné juste une fois. Mais plus tard, je me suis souvenu des effets que j'avais ressentis. Et j'ai décidé d'en reprendre. À l'époque, j'avais une compagne d'infortune. On est partis toutes les deux et on a essayé de s'en procurer au marché noir à Berlin. On a acheté 50 comprimés à 30 centimes d'euros l'unité, je crois. J'ai augmenté la dose assez vite. Au bout de 3 semaines, je prenais déjà 30 mg par jour. Et ça a continué de grimper. Ça s'est accéléré très vite. L'état d'anxiété dans lequel j'étais et les insomnies que j'avais à l'époque ont disparu du jour au lendemain. C'était très appréciable. Tu avais beaucoup d'insomnie avant? Pendant des semaines, je n'ai dormi que 4 heures par nuit. J'étais tout le temps nerveuse. Arriver de nouveau à dormir normalement, c'était vraiment fantastique. Mais le Valium a fini par me faire l'effet inverse. J'ai cessé de dormir, je suis redevenue nerveuse. Je me suis mise à refaire des nuits blanches. Le Valium et le Rohypnol fonctionnent apparemment comme ça. Dès que l'organisme s'y est habitué, ils produisent l'effet inverse. Les risques de dépendance n'ont jamais nui aux ventes. Divers laboratoires fabriquent désormais du Valium, par exemple. Le générique est le diazépam. Pour Ute, le Valium a servi de drogue d'appel. Ensuite, elle est passée à l'héroïne. Finalement, elle a décidé de tout arrêter. Mais si la désintoxication à l'héroïne a été douloureuse, le sevrage du Valium a été pire encore. En soi, le sevrage a été plus difficile que celui de l'héroïne. Parce qu'il dure beaucoup plus longtemps, surtout quand on en prend des doses importantes, puisqu'il faut les diminuer peu à peu. On ne peut pas arrêter le Valium du jour au lendemain. Et puis il y a les maux de tête, l'anxiété, et plus tard la dépression. Après le deuxième sevrage, j'ai connu pendant 8 semaines une dépression comme je n'en avais jamais eue. C'était vraiment la nuit noire. C'est vraiment plus difficile que d'arrêter l'héroïne. Ça dure plus longtemps et c'est plus vicieux. Un calmant pire que l'héroïne, ce n'est pas ce que disent les laboratoires pharmaceutiques. La dépendance physique est assez faible. Reste une certaine dépendance psychique.
Le patient pense ne plus pouvoir se passer de somnifères. Il en a besoin pour s'endormir. Mais c'est une illusion. Une démarche thérapeutique adéquate de la part du médecin permet de lever cette dépendance psychique avec une thérapie de transition, une thérapie courte ou une diminution du dosage. Observateur critique de l'industrie pharmaceutique, le professeur Wolfram Koip a développé un système d'alerte précoce contre les drogues en collaboration avec une vingtaine d'hôpitaux allemands. Il a ainsi montré que la dernière génération de somnifères était loin d'être aussi inoffensive que le prétend la publicité. Le nouveau numéro 1 des ventes est le Stilnox. Lui aussi présente un risque de dépendance, même s'il est légèrement plus faible que celui des benzodiazépines. Pour le professeur Koip, il n'y a pas de somnifère inoffensif. Depuis 20 ans, le Rohypnol en tout cas fait des ravages. Le Rohypnol est vraiment la benzodiazépine pouvant servir d'hypnotique qui a été massivement prescrite de manière abusive. Il est tout à fait indiqué pour traiter l'insomnie. Malheureusement, on l'a aussi mélangé à l'héroïne, en petite dose, pour augmenter l'effet de celle-ci. Les drogués ont vite compris qu'en s'injectant de l'héroïne et du Rohypnol en stéréo, c'est-à-dire dans les deux veines en même temps, ils auraient une belle défonce, entre guillemets. Mais ça peut être mortel. Si les drogués apprécient le Rohypnol et les autres benzodiazépines, c'est aussi parce qu'ils sont plus accessibles que les drogues illégales. Christian, de Leipzig, en consommait encore récemment. À un moment, on ajoute des somnifères parce que l'héroïne ne fait plus autant d'effet. Pour certains, c'est un moyen de se faire une belle défonce quand ça ne marche plus avec l'héroïne. L'autre variante, moins méchante, c'est de broyer le comprimé, de le mélanger à l'héroïne et de sniffer le tout. Il y a aussi l'intraveineuse. Dans ce cas, on commence par sucer le comprimé pour éliminer la capsule extérieure, puis on le dissout dans l'eau avec l'héroïne et on s'injecte le cocktail. Ça a un effet dévastateur. Quel est l'effet combiné du somnifère et de l'héroïne? On arrive tout juste à retirer la seringue et on tombe. Il n'y a plus personne. Le risque d'overdose est très élevé parce qu'avec le temps, il faut augmenter les doses de benzo. Au début, on prend un comprimé par jour, mais à la fin, c'est 40 ou 50. Je connais des gens qui en prennent 50 à 60 par jour, rien que pour être clair. Ça tuerait quelqu'un de normal. C'est comme l'héroïne, il faut constamment augmenter les doses. Aujourd'hui, Christian est clean. Il a suivi une cure de désintoxication à l'héroïne et au benzo. D'après moi, le sevrage au benzo est encore plus violent que celui de l'héroïne. Ça dure environ 2 semaines, et pendant ces 2 semaines, on délire. On fait des hallucinations cauchemardesques qui semblent être ultra réelles. Je trouve ça pire. La demi-vie de certains tranquillisants et somnifères, qui sont pour l'essentiel des benzodiazépines, peut atteindre plus de 100 heures. Autrement dit, il faut parfois attendre 100 heures avant que la quantité de produit présente dans l'organisme se soit réduite de moitié.